Bon, bah, merci Jean-Baptiste pour l'introduction. Juste petit rappel sur le profil, bon, même s'il y a plusieurs, je vois que j'ai des followers sur ce webinaire. Donc au départ, j'ai une formation en mathématiques, ce qui m'aide peut-être sur tout ce qui est de la décision analytique et control tower et l'AI. Et après, depuis 25 ans, après, je travaille dans la supply chain. Donc, je fais supply chain manager, travaille dans les technologies des systèmes pour la supply chain, fais la transformation. Et je l'ai fait en France et aux États-Unis, et en particulier avec des entreprises dans tout ce qui est santé, pharmacie, produits de consommation, distribution et tout ce qui est fabrication. Et tout ce qu'on a vu pendant ces 3 webinaires, en fait, c'est les cours que je donne à différentes écoles, universités en France. Donc, comme tu disais, Jean-Baptiste, au niveau du webinaire, on va refaire un petit rappel rapidement sur les analytiques et la tour de contrôle, parce que ça reste comme la fondation pour l'aide à la décision. On va voir comme quelles sont les limites, en fait, même d'avoir, même en ayant ces analytiques, quelles sont les limites. Et après, je vais vous présenter justement qu'est-ce que c'est l'intelligence décisionnelle et en quoi ça aide vos équipes. Donc, petit rappel sur les analytiques. Les choses qu'on avait vues, donc c'était au mois de janvier. La première chose, c'est qu'il y a des analytiques, donc c'est-à-dire que des informations qui sont, fournies, en fait, et traitées sont nécessaires pour vous donner de la visibilité et sont nécessaires, en fait, pour gérer votre supply chain, pour faire les arbitrages nécessaires. Donc arbitrage dans le sens, quels sont les impacts sur les coûts, quels sont les impacts sur les inventaires, quels impacts sur le taux de service, et cetera, et cetera. On a vu aussi que, bah, l'idée, c'est d'aussi augmenter la maturité des analytiques, donc de passer d'un mode descriptif qui est: «Quel était mon taux de service le mois dernier?» à un mode prédictif qui va être: «Quelles sont les commandes à risque?» et encore mieux d'un mode prescriptif qui va être, bah, quelle action je dois prendre pour éviter ces commandes pour, les servir ces commandes à risque. Et on avait vu aussi que, bah, tout ce qui était machine learning, data science fournit aujourd'hui des outils pour arriver justement à améliorer la maturité de ces analytiques. La suite, on avait vu qu'est-ce qu'étaient les contrôles, les tours de contrôle. On avait vu qu'en fait les tours de contrôle, c'est quoi? Bah, en fait, c'est une organisation qui est centralisée, qui permet de prendre des décisions de façon proactive et collaborative. Donc ça casse les silos entre les différentes fonctions, et ça permet aussi d'exécuter toutes les décisions prises en prenant en compte justement, en arbitrant, justement les arbitrages entre les fonctions de la supply chain. J'ai entendu un bip, je ne sais pas si tout est bon? Oui, tout est bon? Je Oui? m'occupe de tout. D'accord. Bon, je vais repartager mon écran, désolé. Tac, on va peut-être faire ça. Et ensuite, l'idée de contrôle, c'est de centraliser, en fait, d'aider à la centralisation en utilisant les données disponibles sur toute la supply chain, donc les données qui venaient des ERP, des systèmes de planning, des TMS, d'IoT, données externes nécessaires ou données de partenaires, et d'utiliser cette technologie, en fait, pour, faciliter la collaboration et pour fournir dans l'information quand les principaux risques et la prédiction des risques. Donc si on prend maintenant, ce petit résumé rapide, maintenant en fait, si on revient à comment est-ce qu'on gère de manière générale sa supply chain, donc on a besoin de données, donc qu'on a vu, comme on a résumé, et on a besoin d'informations. Donc la donnée, ça va être: j'ai 1000 pièces en stock, et l'information va être, bah, pour ces 1000 pièces, quelle est ma couverture des stocks associée? Donc 5 jours. Et en fait, pour gérer en fait sa supply chain, qu'est-ce qu'on prend en plus? On a besoin de la connaissance, donc on va dire l'expérience que vous avez, que vous gagnez avec le temps. Donc par exemple, la connaissance va être: j'ai un risque de rupture parce que ma couverture est moins de 5 jours et parce que mon délai d'approvisionnement va être de 20 jours. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi lié à son expérience et puis, bah, c'est, ce qu'on a appris, au fur de qu'on a accumulé au cours de ces années, qui va être: «Bah, OK, dans ce cas-là, si j'ai un risque de rupture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un transport express qui va me coûter 2 000 € parce que mon risque de rupture est plus importante». Donc ça, c'est l'intelligence, qui est associée à la prise de décision qui est nécessaire. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on utilise en fait, tout ça? Et ben, en fait, de manière générale, donc les personnes, la supply chain, passent 50 du temps à faire du travail manuel dans des fichiers Excel et dans des reporting. Donc si on prend un exemple des commandes à risque, que je mentionnais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? En termes d'appro, on va avoir une alerte qui va dire: «Attention, ces produits matières premières ou ces packaging sont à risque». On va être éventuellement dans un ERP pour comprendre quelles sont les commandes associées. Ensuite, on est dans un reporting pour dire: «Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai de la matière disponible ou dans d'autres usines ou dans d'autres entrepôts?» Si c'est le cas, on va peut-être voir analyser dans d'autres systèmes, quels sont les délais d'appro ou les délais pour faire des transferts? Ou alors on va aller regarder quels sont les fournisseurs de remplacement.
Donc, on va être dans son système pareil, donc dans son ERP. Ensuite, on va faire l'analyse dans des fichiers Excel. On va collaborer via des emails pour s'assurer qu'au niveau de ses partenaires ou de ses fournisseurs, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on va appeler la logistique pour dire: «Est-ce que vous pouvez me faire un transport différent?» parce que peut-être qu'on va faire la prod d'un fournisseur, différent et ensuite on va exécuter cette décision. Donc en fait, les problèmes de 50 de ce temps passé en travail manuel, c'est que un, la précision, donc la gestion de sa supply chain, elle va pas à la même vitesse que les demandes des clients. Aujourd'hui, il y a souvent de plus en plus de vitesse pour, être réactif. Heu, Ensuite, bah, on ne peut pas humainement traiter tous les problèmes quotidiens, parce que, bah, il peut y avoir beaucoup d'événements dans la journée et ce travail manuel, bah, limite la capacité, à traiter tous les problèmes et ensuite on ne peut pas non plus, prendre en compte toute la complexité et les arbitrages nécessaires. Donc en général, on va se limiter à une ou 2 options, alors que si on prend le cas de la pro, on va peut-être faire: «OK, je regarde notre entrepôt ou notre usine où je suis un fournisseur de remplacement». Il y a peut-être d'autres options. Il y a peut-être faire du transport express, faire des livraisons partielles, faire des produits alterna de remplacement et cetera. Donc on va se limiter, dans comment on le fait et on va se limiter aussi dans l'arbitrage. Donc on va souvent regarder une ou 2 contraintes, donc par exemple des contraintes, on va dire de délai et de coût, mais il peut y avoir des contraintes de capacité. Peut-être que l'entrepôt n'a pas la capacité de réceptionner, à un instant T. On va se limiter à des problèmes, donc en général, on va pas regarder toutes les dimensions possibles. Et deuxième problématique qu'il y a avec cette approche qui est plus, qui est manuelle, c'est qu'en fait la connaissance des problèmes et des décisions, elles ne sont pas enregistrées. Et ce qui fait que, bah, en fait, quand une personne, un salarié, part, en fait, elle part avec sa connaissance et l'intelligence qu'elle a accumulée au cours de son expérience. Donc, par exemple, si la personne a travaillé 3 4 ans, dans l'entreprise, vous allez devoir recruter une personne, reformer la personne qui va devoir reapprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les meilleures solutions à mettre en place pour chaque problème et on va reprendre 1 an ou c'est des mois et des mois à reformer les personnes. Donc des limites qu'on a aujourd'hui, en fait, de ces processus manuels, c'est un, bah, pas pouvoir travailler à la vitesse nécessaire, pas pouvoir tenir compte de la complexité et bah, cette perte de connaissance chaque fois qu'un salarié s'en va. Et donc c'est, une des conséquences de cette façon de travailler, bah, c'est le travail en mode pompier. Travail en mode pompier, ça veut dire qu'une personne arrive vous arrivez, on va dire vous, hein, le matin, et bah, vous allez passer en général 60 de vos temps à gérer de l'urgence toute la journée. Donc justement, à passer des coups de téléphone, regarder des fichiers Excel, regarder des reportings, pour essayer de résoudre un problème. Et en plus, il y a 28 du temps qui est passé à traiter des faux problèmes. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a une problématique qui n'est on pense qu'il y a un risque, mais le risque ne va jamais se passer, en fait. Donc un exemple, moi j'avais un de mes clients qui planifiait à 8 semaines et on s'est rendu compte que leur planning était correct à l'horizon de 4 semaines que dans 25 des cas. Donc ça veut dire que 25 des cas, en fait, ils allaient, enfin plutôt 75 des cas, bah, c'était un faux problème. Donc on a dû travailler, sur ce sujet, mais ça arrive souvent. En fait, c'est un problème qui n'arrivera pas et la conclusion, c'est qu'en fait, au lieu de faire du préventif, comme on devrait le faire pour éviter que les événements se repassent, donc aujourd'hui, en fait, c'est que 10 du temps 10 du temps qui est passé sur ça. Donc une des solutions, qui est disponible, c'est ce qu'on appelle l'intelligence décisionnelle. Donc l'intelligence décisionnelle, c'est quoi? Bah, ça veut dire que d'abord, on va prendre et on va modéliser et digitaliser le processus de décision. Donc si je reprends, l'exemple d'avant qui était ici, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce processus-là que je mentionnais tout à l'heure, par exemple sur l'exemple de l'approvisionnement, et ben, en fait, tout ce processus-là, on va le modéliser dans la machine et on va le digitaliser. Donc la machine, en fait, elle va récupérer toutes les données et toutes les informations comme vous le feriez, aujourd'hui et en fait, elle va aller traiter les données, elle va faire les arbitrages nécessaires, faire les calculs nécessaires, faire les prédictions et les simulations qui sont nécessaires et prendre en compte, en fait, tous les arbitrages possibles. Et donc, au lieu d'avoir à passer, par exemple, des coups de téléphone pour confirmer des choses, via la donnée et via les informations, on va pouvoir dire: «OK, voilà quelle est potentiellement la meilleure décision». Et donc ça, c'est la première chose, ça va être modéliser et digitaliser comment vous gérez votre supply chain. Et ensuite, la machine, en fait, elle va exécuter ce processus de façon, ce qu'on appelle augmentée, c'est-à-dire qu'elle va faire des recommandations ou de façon même, automatique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, ça va être vous allez piloter simplement comment votre supply chain, elle fonctionne. Donc le principe derrière, c'est laisser la machine faire les calculs, traiter les données, recommander les décisions à prendre ou des fois même automatiser comment les décisions sont prises et comme ça et vous et vos équipes, vous pouvez vous focaliser sur les problèmes de fond à résoudre. Donc comme c'est un peu complexe, je prends l'image de la conduire une voiture. Si vous voulez être, façon, on va dire, historiquement,
il y a des années, on partait, il y a 10 ans ou 15 ans, on partait via son expérience, on savait qu'il fallait prendre tel chemin pour la telle destination. Ensuite, ça a évolué en appelant, en regardant la circulation avant de partir, par exemple sur Google Maps il y a 10 ans ou en écoutant Autoroute FM et en fonction de son expérience, de sa connaissance, on va éventuellement ajuster le chemin qu'on va prendre pour la destination. Ensuite, on va passer à un mode plus évolué, donc où là, on va être assisté par la machine, donc on appelle ça augmenté. Donc par exemple, c'est vous, quand vous utilisez Waze ou Google Maps, vous allez dire: «Bah, OK, Google ou Waze, quel est le meilleur chemin pour aller à la destination?» Qui va en temps réel, il va dire: «Voilà le chemin à prendre». Donc là, on est dans un mode où déjà la machine va traiter de l'information au lieu que ce que vous faisiez autrefois en regardant les cartes et en écoutant Autorité FM. Et maintenant, l'intelligence décisionnelle peut aller plus loin. C'est comme une voiture qui va se conduire toute seule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, bah, on va lui dire: «Bah, voilà la destination finale». On met le limitateur de vitesse, ça va contrôler la distance avec les voitures qui sont en face de vous, contrôler qu'on reste bien dans ses lignes et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous avez quasiment rien à faire à part s'assurer que tout se passe bien et donc de contrôler que la voiture fonctionne. Et donc l'idée de l'intelligence décisionnelle pour la supply chain est la même. C'est vous laissez la machine, aller à destination, à gérer votre supply chain et vous, vous passez en mode pilotage pour s'assurer que toutes les décisions, prises par la machine, sont bonnes. Et donc un des avantages qu'il y a maintenant, c'est que, bah, tout ce temps qui était passé à faire du traitement manuel et qui générait en fait travaillement de pompier, il va être, très, très limité. Alors je mets 10, ça peut être 20. Il y a toujours des événements exceptionnels qui vont se passer ou, des événements, uniques où la machine ne peut pas le traiter et en fait, par contre, 90 du temps ou 80 selon les industries et votre supply chain, va être pouvoir passer à faire du préventif. Donc faire du préventif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez prend le problème de l'appro de tout à l'heure, au lieu d'avoir à courir après: «Qu'est-ce que je fais si un risque d'appro?», c'est travailler avec ses fournisseurs sur pourquoi est-ce qu'eux, ils vous livrent en retard. Peut-être qu'ils ont des problèmes de capacité et dans ce cas-là, il faut travailler que sur la capacité. Peut-être qu'ils ont même une visibilité sur vos besoins en production. Comme ça, eux, ils vont pouvoir aussi planifier correctement. Donc l'idée, c'est de passer tout ce temps à travailler, gagner à faire du travail préventif. Et des questions pour l'instant, sur ce On n'a pas de sujet, questions et on n'a pas de questions, mais les participants, bah, peuvent nous interrompre, hein, j'ai coupé tous les D'accord. micros, mais chacun peut en réallumer son micro s'il souhaite poser une question. C'est vrai que là, tu as déjà donné, plusieurs concepts, hein. On déplace finalement la charge de travail, sur l'aspect, bah, je suis en réaction, je suis en mode pompier, à, j'ai une charge de travail qui est plus en amont. C'est un travail préparatoire finalement. Voilà. Oui, exactement, travail préparatoire où en fait on va le travail c'est, digitaliser et modéliser dans une machine comment on gère sa supply chain et ses processus qu'on a aujourd'hui, qui sont manuels et Donc laisser la machine calculer. Donc donc c'était n'hésitez pas pas à poser vos questions, pour, justement qu'on puisse les partager à Arnaud. voilà. Alors je vais vous montrer un exemple, un peu concret de comment du quotidien, en quoi ça change. Donc et en fait, c'est des cas, là, c'est des cas sur quoi ça s'applique. Donc si on prend le cas, livrer des clients, bah, en fait, ça va être, est-ce que je peux livrer dans notre entrepôt? Est-ce que je peux livrer un produit de remplacement? Est-ce que je fais livraison express, livraison partielle? Si on prend les cas de gestion d'inventaire, bah, c'est des questions, des gestions qu'on peut automatiser ou grâce aux machines. Ça va être: «Est-ce qu'il faut que je décale le déploiement de mes stocks?» Alors là, c'est pas dans un cadre forcément de planning, c'est dans un cadre vraiment très, très opérationnel. Vous avez peut-être planifié il y a 6 semaines qu'il fallait déployer telle quantité aujourd'hui. La demande a changé, par rapport à ce que vous aviez planifié il y a 6 semaines. Bah, comment concrètement je déploie mon stock? Peut-être qu'il y a un déploiement urgent à faire, via des camions avec 2 transports avec 2 chauffeurs, via, si vous faites de l'import, ou de l'export, via des déploiements de stock avec de l'avion et cetera. Décaler aussi sa production. Peut-être qu'il faut ralentir ou accélérer sa production, ou c'est des approvisionnements, changer l'allocation au marché. Et après au niveau de la logistique, ça peut être comment je gère mes dédouanements. Donc, peut-être qu'il faut faire un dédouanement, anticipé, lorsque le port est pas arrivé à destination, le bateau pardon, pas arrivé à destination. Ou alors est-ce qu'il faut faire un dédouanement accéléré lorsque ça arrive, pour éviter des ruptures? Est-ce gérer ses rendez-vous? Donc, ça peut être tout ce qui est, j'ai un risque de no-show de ce transporteur, comment est-ce que je gère mon rendez-vous? Est-ce que ce rendez-vous, je le passe avec ce transporteur ou un autre? Parce que dans le passé, finalement, il a une tendance à faire des no-shows depuis plusieurs mois. Donc j'ai un risque de pas pouvoir livrer mon client. Et après au niveau de la pro, c'est les exemples que je donnais. Donc en fait, ça s'applique en fait à beaucoup de cas. C'est vraiment tous les
risques et les actions quotidiennes qui sont prises pour vous gérer de façon très opérationnelle votre supply chain. Alors si je prends un exemple, alors je vais devoir me déconnecter et partager un autre écran. Heu, tac, voilà. Donc si je prends un exemple, par exemple, de comment ça fonctionne, donc si on prend l'exemple de la pro que je viens de mentionner, bah, en fait, la machine a automatiquement identifié quels sont les principaux risques que vous aviez de façon à l'instant T et de façon opérationnelle. Après ça, bah, après vous pouvez faire une gestion comme de priorisation par rapport à ce qui a été calculé et tous les analytiques ont été calculés par la machine. Et ensuite, la machine, bah, là, maintenant, vous avez directement les recommandations. Voilà les décisions que la machine n'a pas pu prendre. Des fois, elle peut les prendre, des fois, elle va dire: «Bah, voilà ce que je vous suggère». Donc soit après, vous pouvez les accepter directement, donc vous et après ça passe en exécution l'étape d'après, soit vous pouvez les rejeter. Et pourquoi? Je vais vous expliquer après pourquoi les rejeter et après on va tracer pourquoi est-ce que cette recommandation a été rejetée. Et ensuite, si vous voulez comprendre plus en profondeur pourquoi la machine a recommandé, cette action, bah, vous avez accès en fait à tous les détails de l'action. La machine a déjà identifié pourquoi les autres actions ne sont pas possibles. Donc le fournisseur de remplacement n'existe pas, ce prix de remplacement n'existe pas, ou le stock n'est pas disponible, ou on n'a pas eu le temps, etc., etc. Donc en fait, tout ce traitement que vous aurez fait manuellement sur quelles sont mes options, la machine l'a fait pour vous. Après, vous allez pouvoir comprendre le contexte. Donc par exemple, attention, par rapport aux inventaires, voilà l'impact qu'il y a eu sur vos inventaires. Si c'était des temps de traitement ou des impacts financiers, pareil, la machine va le calculer pour vous. Et à la fin, s'il y a des problèmes de données, bah, voilà les données qui étaient nécessaires et voilà les risques qui ont été identifiés. Et maintenant, une fois que la recommandation vous l'a acceptée, bah, en fait, une machine type enfin, un outil d'intelligence décisionnelle va vous aider aussi à s'assurer que l'exécution se fait bien. Donc là, si on prend là, OK, je recommande de faire un fournisseur de remplacement. Maintenant, confirmez avec le fournisseur que c'est possible. Et après, alors pareil, vous pouvez aller plus loin, hein. Si le fournisseur, vous avez la donnée qui est la capacité disponible ou l'inventaire disponible, même ça, on aurait pu récupérer l'information, la machine aurait pu la traiter et aurait pu, soit vous le montrer l'information nécessaire ou automatiser, dire: «Oui, ce fournisseur a la capacité disponible» et ensuite on va passer à la logistique et c'est la même chose. Si on a les données de votre, transporteur et ben, on va pouvoir automatiser ce processus. Après, c'est un niveau de maturité, jusqu'où on peut aller par rapport aux données, aux informations qui sont accessibles. Donc là, l'idée, c'est la machine va me recommander comme je dois aller, comme Waze doit recommander, voilà par quel chemin il faut passer. Et pourquoi je dis qu'il faut passer en mode pilotage? C'est que maintenant, bah, tout ce temps que vous allez passer, vous allez pouvoir bah, identifier, moi en tant que analyste ou en tant que responsable d'une équipe, quelles sont les décisions que je dois encore prendre, quelles sont les recommandations, quels sont les impacts. Donc là, on va dire, bah, par exemple, sur un fournisseur de remplaçants, il y en a une qui est encore exécutée, il y a la logistique qui doit le faire, un fournisseur qui doit encore le valider et attention, vous avez encore une recommandation, à voir et quand est-ce que les C'est un peu ton plan d'action finalement. voilà, c'est plus Sur oui, sur sur l'automatisation de ta chaîne, finalement, il reste des actions à mener, pour que le plan, il se déroule sans au fur et à mesure, qu'il est prévu. exactement. C'est par rapport aux actions qui ont été définies par la machine, où est-ce que j'en suis dans mon processus et quelles actions je dois prendre, pour quand et quels sont mes impacts. Donc là, c'est encore ouvert et après si on fait de façon rétrospective, comment je peux améliorer les actions? Bah, en fait, on peut analyser quelles ont été les décisions qui ont été prises, donc par vous et par vos équipes. Donc si on prend là, quel est le taux de rejet ou de refus? Pourquoi est-ce qu'elles ont été rejetées? C'est là l'importance. Pourquoi ça a été rejeté? Donc je vais revenir plus dessus. Ça va vous aider à la conduite du changement, à améliorer la qualité des recommandations et à améliorer la qualité des recommandations. Et par exemple, dans ce cas-là de l'approvisionnement, on se rend compte, si je prends, les fournisseurs les substitutions, on se rend compte que pour l'usine 101, il y a 11 fois, la recommandation est acceptée. Et si on prend par exemple l'entreprise 101, 6 fois c'était rejeté. Donc en gros, on a 70 de taux d'acceptation, d'acceptance des recommandations de la machine. Peut-être qu'il y a des opportunités d'automatiser. Donc là, on a revu certaines. Peut-être que la machine peut encore automatiser parce qu'il y a peut-être un fournisseur qui accepte tout le temps. À l'opposé, si je prends les fournisseurs pour l'usine 101, 9 fois, un fournisseur de remplacement, ça a été rejeté, accepté pardon et 10 fois ça a été rejeté. Pourquoi ça a été rejeté? Bah, en général, c'est l'acheteur qui rejette. Donc là, peut-être qu'il faut maintenant analyser, est-ce que l'acheteur quand du changement, il n'a pas confiance en la machine, donc dans ce cas, on fait un du changement.
peut-être qu'il a une information qu'il connaît ou une connaissance qu'il a de son expérience qui n'est pas connue quand on a digitalisé le processus de décision. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer l'information nécessaire et on va le mettre dans le processus de décision associé. Donc on passe vraiment en mode, laisser la machine calculer et moi je vais piloter, comment ça se passe, au même titre que vous, vous auriez piloté votre voiture et laisser la voiture, de façon plus automatique. Ouais, alors du coup, ce qu'on comprend, Arnaud, c'est qu'on passe pas d'un mode manuel à un mode tout automatique en one shot, qui a quand même Non. un chemin, une maturité à acquérir et c'est progressif. Exactement. Alors justement, je vais Alors, revenir c'est exactement ça. on En on a fait, une il y a petite beaucoup question, Arnaud. oui, oui, allons-y. Je te coupe. On a Sébastien Fournier, qui nous pose une question. Alors, je sais pas si tu la vois dans le fil aussi comme Sébastien qui moi. connaît très bien ce concept. Merci Sébastien de ta question. Alors, il nous dit, Oui, quels sont les systèmes types à intégrer au minimum pour pouvoir mettre en œuvre une telle approche? Et surtout, c'est quoi les challenges qui sont liés à l'intégration de ces différents systèmes, qui sont pas forcément harmonisés en termes de modélisation de la base? Alors, je pense que dans les systèmes, il entend parler, on entend, les briques applicatives, hein, le WMS, le TMS, mmh. le RP peut-être, hein, dis-nous tout. Bah, en fait, les systèmes vont dépendre d'abord, ça dépend de quel type d'action on veut modéliser. Si toute l'information est dans un système, on va dire un ERP, s'il y a juste besoin d'avoir des informations qui sont des commandes, de l'inventaire et des contrats fournisseurs, par exemple, on va prendre que les données associées dans l'ERP. Si maintenant on va aller plus loin dans le niveau de maturité et par exemple sur ce cas-là, on va dire: «Bah, je veux aussi connaître les plans pardon de livraison de mes fournisseurs», ou donc on va aller dans un SRL. Si on veut connaître aussi, son transporteur, quel camion ils ont disponible, on va aller dans son TMS. Donc en fait, la donnée nécessaire dépend de l'action à prendre, quelles sont les données, les informations qu'on prend et de la maturité, de la sophistication, je peux dire, qu'on veut donner à la recommandation. Donc, moi, mon idée, je pars plutôt de commençons simple avec pour que les personnes apprennent, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est beaucoup de prise de changement. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise avec ce type de système et d'approche et après d'améliorer avec le temps, la complexité des recommandations et bah, qui demandent à chaque fois plus de données, plus d'informations. Donc, au fur et à mesure, on va rajouter les données et après l'autre limite, enfin moi je ne considère pas justement limite, c'est, Excel. Excel, ça reste quand même une des énormes sources d'informations pour la supply chain. Bah, aujourd'hui, il y a plein de technologies où on peut intégrer des données d'Excel, sans souci, hein, donc il y a plein de sociétés qui font encore le planning Excel. Bah, s'il faut des données de planning, intégrons avec Excel, on met dans un SharePoint et il y a plein d'outils technologiques, il y a des API ou qui peuvent le récupérer. C'était quoi la seconde question? C'était les challenges au niveau des données? Ouais, L'harmonisation? la modélisa en ils sont pas harmonisés, en fait, ces briques applicatives sur les données de base, les fameuses Ouais. master data. Bah, là, ça va être comme tout projet, d'intégration. Il va falloir, soit passer par faire un master data qui va dire, voilà comment, le code A dans le système, l'ERP enfin, pour cet article, c'est le code A dans l'ERP et il a un code B dans le TMS. Bah, il va falloir transcrire, via des tables comment, pour dire que A correspond à B d'un système à l'autre. Alors Donc après ta reco, c'est plutôt des tables de correspondance ou de l'API, c'est quoi qui alors marche ça peut bien? table de correspondance. Ce qui est compliqué à table de correspondance, c'est quand là, on passe beaucoup d'énergie à dire, A correspond à B. Donc quand les entreprises, elles ont 10 000 articles, 10 000 références produits et même plus et qu'elles ont, 5 000 clients, c'est bien compliqué. Après, il y a une des options, c'est il y a des outils de machine learning aussi qui peuvent aider à reconnaître via la description des produits, par exemple, qu'est-ce que ce sont des produits qui ont l'air d'être le même, ou via l'adresse des clients, l'adresse des fournisseurs, est-ce que c'est les mêmes? Donc moi, ça reste à la fin, le machine learning peut aider, mais à la fin, on est obligé à un moment ou à un autre de traduire que le code A du système 1, il correspond, au code B du système 2. Ouais, Après, bah, on peut se faire donc aider par outil de machine learning quand c'est possible, hein. Des fois, bon, ça on est marche. d'accord, en tous les cas, Arnaud, c'est le master data, c'est sa capacité à gérer son master data, à un bon niveau qui fait que, ce type de projet, il est quand même, il a un succès Ouais, plus important quand c'est bien fait. oui, 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 enfin, ouais, j'ai pas vraiment de baguette magique, hein, pour le faire, je vous dis, moi, c'est table de correspondance et voilà, je sais juste qu'il y a l'outil machine learning, il y a un temps qui aide pour interpréter, via les descriptions, via les adresses, parce que c'est ce qui est compliqué en général. Il faut, aller à la main, article A correspond à article B, donc voilà, donc on peut l'outil machine learning qui peuvent aider là-dessus.
Parfait, donc bon, j'espère qu'on a répondu à la question de Sébastien. N'hésitez pas à poser vos questions. On te laisse reprendre la main, Arnaud. OK. Oui, puis après on prend un peu de temps. Et après alors, juste pour revenir, donc au niveau des gains, donc il y a forcément des gains, on va dire, financiers qui sont un peu, évidents parce que, on va prendre les analytiques, on va aller regarder, que tu un taux de service client, pour éviter les prix des commandaristes, donc ça va faire augmenter le chiffre d'affaires. Dans le cas de la pro, on va aller regarder quels sont les impacts en termes de coût d'achat ou en termes de coût de transport ou en termes d'émissions de CO2. Donc s'il y a des gains qui sont liés à la performance et aussi des gains créés dans ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et en fait, là, l'idée, c'est de garder toute cette connaissance, intelligence que je mentionnais au début dans l'entreprise. Alors, c'est dans la machine. Donc, par exemple, c'est que les décisions vont être multifonctionnelles. Aujourd'hui, souvent, on prend des décisions un peu pour soi. Donc, je suis planeur, je prends ce qui est bien pour moi. Je suis logistique, je prends une décision qui est bonne pour moi. Là, l'idée, c'est de casser ces silos, de dire non, qu'est-ce qui est bon pour toutes les fonctions en général, en prenant en compte les contraintes de chacun. La deuxième, ce qui est intéressant, c'est de garder les meilleures pratiques. Aujourd'hui, si vous avez, un, on va dire, planificateur ou un approvisionneur qui est très bon à identifier et à résoudre les risques, il peut en faire bénéficier tout le monde, en fait. Parce que, on va modéliser comment lui traite certains problèmes et tout le monde va bénéficier de ça et va pouvoir dire, via les recommandations, la machine va profiter de ces meilleures pratiques mises en place. Et le dernier, ce que je disais tout à l'heure, pourquoi les décisions, il faut les enregistrer? Le premier élément, c'est la conduite du changement. Ce qui est un des challenges en fait de ce type-là. Je vais revenir dessus après. Mais, pourquoi? Parce que, on peut revenir en expliquant aux équipes, voilà les décisions qu'on peut automatiser ou comprendre pourquoi certaines décisions ne sont pas prises. Donc je prenais l'exemple tout à l'heure de la pro, peut-être qu'elles ne sont pas prises, rejetées parce que, le fournisseur, on sait que dans ce cadre-là, il n'a pas la capacité nécessaire. Bon, OK, c'est bien en termes de connaissances, de l'apprendre et on va le rajouter et là, on va pouvoir, le deuxième élément, améliorer la qualité des recommandations. Donc, par exemple, on va pouvoir dire: «OK, travailler avec notre fournisseur qui nous fournissent», alors si on a un SRM, c'est parfait, si on n'a pas, via des fichiers Excel, qui donne voilà ses capacités, par exemple, disponibles par semaine. Dans ce cas-là, on va pouvoir l'intégrer et le mettre dans les recommandations et améliorer, comment on prend en compte la capacité fournisseur. Ou alors si on a c'est pas possible, il faut des fournisseurs de remplacement, pareil, peut-être qu'on va pouvoir lister des fournisseurs de remplacement parce que peut-être qu'un des approvisionneurs le connaît et que c'est pas forcément, clair dans un ERP. Et le troisième élément, c'est, automatiser le processus de précision. Donc avec le temps, quand c'est assez mature et quand les équipes on a bien compris le changement et que les recommandations ont une bonne qualité et gèrent suffisamment d'exceptions, là, la machine peut me valider automatiquement les recommandations. Donc par exemple, si on dit, Heu, je vais chez un fournisseur de remplacement, parce que, si ça a un impact sur mes coûts de moins de 2 un coût rendu, usine, OK, dans ce cas-là, on valide tout le temps. Automatisons-le parce qu'on n'a plus de valeur ajoutée en tant qu'approvisionneur à revoir ces recommandations. Donc en fait, l'intelligence collective, elle reste dans la machine et en fait, je pour ça je dis c'est pérenne parce que, avec le temps, tout le monde va en bénéficier et on va pouvoir automatiser de plus en plus et donc vos équipes, vont être moins en mode pompier, donc c'est mieux pour leur stress et elles vont pouvoir, travailler sur les problèmes de fond. Alors du coup, Arnaud, quand on a je fais l'avocat du diable. On imagine justement, on a pu cette intelligence collective, elle est, dans un outil. Est-ce qu'on n'a pas un risque de plus l'avoir? C'est-à-dire que de plus savoir cette règle, qu'on avait, nous, mis en place, au-dessus de 2 on valide pas et en dessous de 2 on valide de manière automatique. Comment on fait pour faire vivre tout ça? En fait, là, l'idée, c'est de leur montrer, en fait. En fait, si on veut gagner, c'est premièrement la conduite du changement, il faut absolument exposer les données, utiliser l'information au client, enfin au utilisateur, pardon. C'est le plus important. Parce que c'est comme quand on met tout outil en général, le rejet, il est dans l'incompréhension de ce que fait la machine. Donc là, quand moi je fais par exemple des systèmes de planning, en général, ils disent: «Ah mais j'aime pas la prévision, je la retravaille». Mais c'est pas que la personne c'est vrai, c'est un manque de confiance dans le calcul qui est fait pour une prévision. Là, c'est la même chose. Le plus imp c'est d'exposer, la règle de calcul et pourquoi ça a été, calculé comme ça. Et après l'intelligence collective, elle reste toujours là. Enfin, l'être humain reste toujours important parce qu'il y a toujours des exceptions qui reviennent. Donc il y aura toujours des événements dans la supply chain au quotidien qui font que, il va falloir qu'ils aillent regarder, les recommandations et qu'ils aillent les accepter et les rejeter. Donc en D'accord, donc effet, il y a ça la machine, mais il faut l'exposer pour le changement et de toute façon, l'être humain sera toujours nécessaire. Il y a toujours des événements qui vont apparaître et des recommandations à générer et des décisions, qu'on peut potentiellement automatiser. ça veut dire que le système, lui, il doit avoir
un dispositif, qui inventorie toutes ces règles, qu'on a, décidées, collectivement, et qu'on met en application dans une solution. Exactement, exactement. Et il faut que ça soit alors ça peut être un super utilisateur, ça peut être un expert de l'équipe, mais il faut qu'en effet, il faut que la do l'info cette information, le soit accessible, à toutes les équipes. Ouais. Moi, je crois vraiment à faire, montrer l'information plutôt que d'avoir des boîtes noires. C'est le phénomène boîte noire souvent qui limite le changement, dans tout système qui est mis en place. Ça peut être une boîte noire, ça peut être, je dis planning, on dit TMS, peu importe. Donc c'est des fois les systèmes et on veut donner de la visibilité, mais en fait, ils font une boîte noire et qui fait qu'il y a de la résistance quand on le met en place. Donc et c'est vraiment un élément critique. Pour ça, je dis les systèmes planning, la prévision, parce que c'est un outil, c'est classique et bah, là, ça reste un outil, hein, donc technologique, pour les équipes. Tiens, bah, justement, on a une question, de Frédéric. Est-ce que Ouais, toi, tu peux la lire? Tu arrives à lire les commentaires, Arnaud? attends, je vais te le dire tout de Tu regardes suite. là-haut, conversation. Dans le chat, ouais. Voilà, on a une, Heu, alors Frédéric, pour revenir sur le point de données, n'était pas un channel particulier alors c'est une question sur les données externes. Heu, en quel moment ça un problème? Alors, données externes, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit. Alors, il a raison. En fait, moi, les données externes, je pense qu'elles sont intéressantes et elles vont venir avec le temps. Donc, c'est un peu comme améliorer, améliorer la peut-être la supply chain en général. Moi, je commence plutôt par les données internes. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on maîtrise. Mais en effet, les données externes sont importantes. Donc, au bout d'un moment, si la donnée est suffisamment mature, donc je prends l'exemple des capacités de tel fournisseur, bah, en fait, oui, il ne faut pas hésiter à récupérer cette information externe quand on peut. Mais c'est pas une obligation au départ. C'est avec le temps, si on en a besoin et si, hem, si on y a accès, nos partenaires, ils sont possibles, on peut la prendre. Et après l'autre chose, c'est les données qui sont sur le web. Là, il y a plein, plein, plein de données qui sont disponibles sur le web. Donc par exemple, la circulation, le temps, même chose. Là, bah, faut travailler, si on peut exploiter des données du web, allez-y, allez-y. Après, données web, souvent, elles sont disponibles, on peut les récupérer via des API, aussi, en fait. Je sais qu'il y avait un webinaire sur les API qui va arriver. Oui, on va avoir Heu, un webinaire sur les API qui va arriver. Effectivement, l'idée, c'est de comprendre comment, à quoi ça sert les API et on verra que, bah, on peut aller capter de l'information, qui maintenant est d'ordre public ou qui peut être payant, hein. Par exemple, pour les délais des bateaux, pour le fait qu'ils soient à l'heure ou pas à l'heure sur les ports. Là, pour le coup, c'est payant, mais quand même, c'est assez pratique de relier sa propre machine, son propre TMS à ces éléments-là, plutôt que de mettre un tiers au milieu qui peut être le commissionnaire de mmh, transport. voilà et là, par exemple, c'est un exemple intéressant parce que justement, c'est un des cas où on peut automatiser, avec l'intelligence décisionnelle. C'est si on a cette visibilité, qu'est-ce que je prends comme décision pour, si je sais qu'il y a un retard dans le port? Bah, est-ce que je demande justement un dédouanement anticipé? Est-ce que je le fais un peu 2-3 jours avant parce que le port est saturé? Est-ce que, bah, il faut que je gère j'informe certains clients qu'il y aura peut-être des retards et cetera et cetera. Et après, une 2 question de, attends, je lis la question de Frédéric, hein, désolé, il y a un petit peu un peu. Alors justement, il pose une question sur, les temps de cycle et en effet, oui, ça peut être, une donnée, qui en interne calcule le temps de cycle et en effet, bah, si on peut avoir l'information du client, bah, en fait, là, l'idée, c'est j'ai la donnée qui peut venir calculer un temps de cycle et je vais laisser la machine calculer après, et ça, c'est un bon exemple, justement, Dani, quand on parlait à la première séance. C'est, bah, je vais le prendre, je peux faire du prédictif, et dire: «Bah, voilà, je prédis qu'il va y avoir tel temps de cycle, donc je prédis qu'il y a un risque et qu'est-ce que je fais maintenant?» C'est celle-là l'importante. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce risque qui est identifié? Alors par contre, Frédéric, une question, c'est quels sont les mécanismes et précautions à prendre pour contrer un possible emballement? Je peux juste clarifier, c'est qu'est-ce qu'il veut dire par emballement? C'est que la machine s'emballe ou que les personnes s'emballent? Juste pour savoir, Non, Frédéric, ça doit être la machine. bah, alors non, alors Heu, là, c'est une bonne question si c'est la machine. Alors il y a par exemple un cas que moi je fais sur lequel je fais attention, c'est, pas avoir trop de recommandations non plus. Parce que l'idée, c'est d'aider, les équipes. Donc si on se met d'un coup à fournir, 50 recommandations, en fait, la personne va rien faire. Donc l'idée, c'est quand même à un moment, il faut quand même essayer de limiter, heu, sans avoir faire peur à l'utilisateur. S'il arrive et qu'il voit qu'il a 50 recommandations à faire, en général, bon, par où je commence? Donc en général, moi, j'essaie de limiter ça. Donc ça veut dire, bah, traiter les principaux problèmes, l'aider sur les principaux problèmes et après, bah, alors l'ordre de trading, en fait, il est là, en fait, c'est ce que je dis en termes d'arbitrage. En fait, l'idée, c'est d'avoir
la machine calcule le plus possible d'impact et en fait, il faut que puisse exposer quels sont les impacts pour que, bah, l'homme, en fait, décide comment lui, il veut les prioriser. Ou la machine peut aussi prioriser pour elle. Donc c'est soit c'est un bout de logique qui va dans la priorisation, donc comment les sciences se fait, soit, c'est via le système, en fait. Il faut qu'il puisse, en effet, laisser la capacité à la personne de dire: «Bah, laisse-moi quand même prioriser mes recommandations. Si j'en ai 10, bah, je veux quand même pouvoir les traiter parce que, bah, tout le monde a des réunions. Donc quand ça arrive le matin, elle veut pouvoir dire: «Bah, attention, ce matin, j'ai une réunion dans 30 minutes, je peux traiter que 3 recommandations lesquelles je veux traiter». Donc il faut laisser la main en fait, laisser la machine calculer justement les analytiques qui sont liées pour le trading et pour les arbitrages qui sont faits entre les différentes recommandations. D'accord, bah, alors je te laisse repartager ton écran et puis, comme ça Ouais, on peut suivre heu, le déroulement logique que voilà tu le nous avais dernier préparé. élément non, non, mais le dernier élément, c'est on est presque arrivé justement, vous voyez le dernière page? Ça y est, on voit ça. Ouais et en fait, dernier, bah, c'est que tout ça, en fait, c'est fait pour vos équipes, en fait. Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de la conduite du changement. Tout ça, c'est un plan de transformation. C'est comme toute solution digitale, hein, mettre en place un ERP, mettre en place un TMS, changer les processus, c'est un projet de transformation et ça demande beaucoup de conduite du changement. L'un des principaux problèmes qu'on voit, en fait, dans le conduite du changement dans ce cadre-là, c'est la peur, en fait. C'est la peur de perdre son travail. Alors qu'en fait, il faut expliquer aux personnes. Là, la machine n'est pas là pour remplacer les personnes, enfin, perdre du travail, perdre du pouvoir qu'on a parce qu'on maîtrise justement certains processus. Là, il faut vraiment expliquer à ses équipes. Le but, c'est de rendre leur travail plus simple et qu'elles puissent travailler sur les problèmes de fond, peut-être générer moins de stress parce qu'il y a moins de travail en mode pompier et travailler sur des projets peut-être plus intéressants sur travailler avec vos fournisseurs si vous faites de la pro, travailler avec les ventes si vous êtes l'administration des ventes, travailler avec logistique, travailler avec vos partenaires si vous faites de la logistique. Donc, c'est vraiment critique. Le deuxième élément, pour les transformations, c'est, bah, revoir son organisation. En particulier, c'est les responsables des décisions. Parce que comme on va casser les silos et prendre, arbitrer ou prendre des contraintes de beaucoup de fonctions différentes, donc si je prends l'exemple de la pro, il y a l'inventaire des pro et potentiellement la production qui sont impactés. Il y a la logistique, les achats, ses partenaires, les fournisseurs, la finance si c'est un impact financier. Donc tout de suite, on va casser des silos. Donc maintenant, les questions, c'est qui va décider quoi? Donc quand on refait ce type de projet, il faut vraiment penser à ça. Qui est responsable de la prise de décision? Parce que potentiellement, on impacte beaucoup de personnes, beaucoup de fonctions qui ne sont pas forcément, celles initiales. Le troisième, c'est, bah, revoir ses processus, parce que, bah, des processus, par exemple, on va falloir gérer par exception ou, où il y a peut-être avant, ça va je sais pas, la réunion du lundi sur voilà les commandes à risque de la semaine, bah, là, ça va pas être la réunion du lundi. Ça va être dans la journée, des recommandations qui viennent, en temps réel. J'accepte, ça passe dans la tâche du suivant selon le processus d'exécution. Donc il y a là aussi des retravailler sur les processus et le dernier élément dans tout ce qui est ce projet de transformation et de changement, c'est, bah, travailler sur les compétences de ses équipes. Donc d'abord, il faut donner, une culture des données, de l'information à ses équipes. Si les équipes l'ont pas, bah, c'est difficile de faire des solutions digitales de manière générale. Deuxième chose, c'est sur les compétences humaines. En général, les personnes qui font beaucoup de fichiers Excel sont très analytiques. Là, dans ce cadre-là, si c'est la machine qui calcule, bah, ça va être des compétences humaines type, avoir un esprit critique. La question d'emballement, par exemple, de Frédéric, bah oui, l'esprit critique de dire: «Je sais par expérience quand même qu'il faut que je traite, tel risque avant tel risque» ou la recommandation celle-là prend pas de sens parce qu'il manque telle information. Il faut aussi avoir des fois de créativité. La machine, elle est pas créative, hein, elle exécute, un peu bêtement, ce que nous on aurait fait. Et dernier, bah, c'est critique, c'est la coordination. Dans le cadre de la pro, bah, oui, c'est, la machine me recommande d'aller chez un fournisseur, bah, il faut coordonner ça avec, potentiellement l'acheteur, potentiellement le fournisseur. Et le dernier qui peut être lié, c'est, bah, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux postes à se créer? Heu, donc j'ai mis, n'importe quoi, j'ai mis analyse de décision, mais c'est des questions à se poser. Ça va changer aussi l'organisation potentiellement de votre équipe, de votre équipe. Est-ce que c'est pas une opportunité de mettre, sous contrôle les exceptions qui sont finalement, trop peu, qui sont plus souvent subies qu'anticipées, notamment avec des analyses de risque? Souvent on fait des analyses de risque, on se dit: «Bah tiens, si le bateau il coule, il va falloir faire ça». Puis ça reste, ça dort dans un fichier Excel sur un risque potentiel, alors que là, quelque part, c'est pas une opportunité de les mettre, de faire le même travail qu'on faisait avant, mais de les mettre quelque part au cas où ça arrive. Exact, oui, c'est vrai que c'est un bon point. On peut très bien digitaliser,
on peut très bien digitaliser ces types de risques et comment ça génère. Donc en effet, si ce risque il est identifié, le processus d'exécution, il pourrait très bien être modélisé, digitalisé et puis être, auto-augmentement, être part des listes des tâches qu'on montrait tout à l'heure, hein. C'est des listes de tâches, ça veut dire: «Voilà, attention, tel risque a été identifié, voilà qu'est-ce qu'il faut, quelle est la recommandation associée». Oui, c'est un très bon point. C'est pour ça que je dis qu'il y a des nouveaux processus qui sont, qu'il faut penser vraiment aussi à comment ça impacte ces processus et comment on gère, différemment, son quotidien, son travail quotidien. Très Donc bien, voilà, bah, on a une question, bah, ouais, je suis là. d'Olivier. Parce qu'il nous reste un peu de temps, on est 10 minutes en Ouais. avance. Cette fois-là, tu nous as fait l'honneur d'être en avance et donc Oh merci, sachant qu'on était on en retard au début, c'est en magnifique. étant en retard, c'est plutôt pas mal. On a des questions, donc là, c'est le moment de poser vos questions à Arnaud. Donc on a Olivier qui en pose une première, hein, c'est quoi le budget moyen pour mener un pilote sur un projet d'automatisation d'aide à la décision en termes de licence ou de jours consulting? Alors pour être honnête, alors, ça va dépendre de quelle technologie vous utilisez. Donc par exemple, ça là, c'est tout ce que je vous ai montré. Donc moi je vous ai montré l'exemple, c'est mon logiciel, hein, donc là je peux vous dire, que ça prend, un pilote, ça prend plusieurs semaines, et ça va coûter, quelques dizaines de milliers d'euros peut-être. Par contre les gains sont plus importants. C'est ça que j'ai pas important. Par contre, vous pouvez très bien faire des solutions avec, type, Microsoft Power Platform. Heu Plateforme peut être utilisée. Moi, j'ai rencontré une personne, qui travaille, dans un grand groupe français, un supply chain manager, sans qu'il connaisse ce type de sujet, il a fait lui-même son outil. Parce qu'à l'époque, il aimait les macros, qu'il était un peu plus, geek, on va dire, que d'autres, mais il a créé son outil. Donc il a le coût était zéro en fait. Il a fait ça sur le côté, voilà, par curiosité. Donc le Oui, puis, coût, et après donc ça va dépendre et après par contre, je parle d'un grand groupe où ça va être très, très, très complexe. Ah, le pilote, il va peut-être pas être à quelques dizaines de milliers d'euros, il va peut-être à des centaines de milliers. Donc ça dépend vraiment. Moi, je dirais que les solutions, ça peut être de un coût interne à quelques milliers d'euros si vous le faites en interne, vous aurez peut-être besoin d'aide par contre, parce que c'est comme sujet plus différent, donc il y a pas forcément beaucoup d'experts en France, sur ce type de sujet. Ça a quelques dizaines de milliers d'euros si vous travaillez avec moi et à des centaines de milliers d'euros, ça va être un très grand groupe avec un pilote compliqué parce que, la problématique à prendre est compliquée. oui, puis, enfin, on peut aussi imaginer, Arnaud, qu'il y ait des, supply chain qui aient leur propre méthode logistique, leur propre pôle d'excellence opérationnelle et qui commencent à se faire, du travail de control tower en interne. C'est pas obligé de passer par Exactement. l'externe. Exactement. C'est pour ça que je dis ça va dépendre, ça dépend des outils en interne. C'est possible de faire tout ça en interne avec Microsoft Power Platform, hein. Enfin, ou Google, AWS, il y en a d'autres, hein, UiPath, il y en a plusieurs, hein. Et Bah, du coup, après, le problème qu'il y a, en fait, souvent, c'est qu'ils pensent à automatiser la recommandation. Le problème, c'est la décision. Le plus compliqué dans tout ça, c'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure, c'est enregistrer la décision, accepter ou rejeter et qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et en fait, souvent, ce qui est oublié dans ce type de projet, il est là. Il est pas dans faire des recommandations, il y a plein de personnes qui le font. La différence là, c'est j'ai des recommandations, j'enregistre la décision et j'apprends de cette décision pour améliorer les recommandations. C'est cette partie qui est compliquée, en fait. Donc là, il faut aller un peu plus loin dans le travail, un peu plus loin dans le travail. Mais en effet, ça peut être fait en interne, ça peut être oui, fait en parce que interne. la première partie, Arnaud, finalement, c'est de l'algorithme. La première partie c'est de Exactement, l'algorithme en fonction de données qu'on a de dispo. Après, le fait de capitaliser ces décisions et de les réinjecter dans l'algorithme pour le modifier, ça, c'est la deuxième partie du job. c'est là exactement et c'est là où ça devient c'est là où c'est plus compliqué. La partie qui est oubliée souvent, c'est capturer la décision, la piloter, et monitorer. Comme je vous ai montré, en fait, c'est on passe en mode pilotage et après la réinjecter parce que de toute façon, c'est de l'amélioration continue. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils ou qu'ils achètent, soit on peut automatiser, soit on va passer d'un mode «je rejette» à un mode «j'accepte». L'idée, il est là, en fait, c'est les rejets, ils deviennent acceptés, les acceptés deviennent automatisés et c'est cette boucle, en fait, qui est compliquée à mettre en œuvre. Mais dans l'absolu, technologiquement, c'est possible. Il y a des outils qui sont ouverts pour le faire. Et après, plus important, je pense que c'est plus que le coût, c'est la valeur que ça apporte. Donc, là, parce que c'est vraiment, pour prioriser, il faut vraiment partir par le premier cas, valeur apportée versus, effort à mettre en œuvre. Et donc, faut vraiment identifier les cas. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est, travailler, identifier où est-ce que vos équipes passent beaucoup de temps dans les fichiers Excel et des reportings et à faire beaucoup d'emails. Donc il y a toujours un cas métier qui correspond à ça. Et après, quels sont les gains potentiels? Par exemple, moi j'ai un client, il faisait beaucoup de transferts dans leurs entrepôts, mais à la semaine. Donc c'est pas un problème de planning, c'est un problème de la demande a bougé par rapport à 8 semaines avant quand je faisais mon import. Comment je fais?
et bah, eux, ils ont les coûts de transfert monstrueux. On parle de dizaines de camions, par semaine, hein, pas, 1 camion. Et bah, eux, ils ont des gains potentiels qui sont importants. Donc moi, je travaille avec eux sur ce sujet-là parce que, ils ont on parle de millions, on parle de millions en jeu. Donc s'ils peuvent baisser de 10, bah, ils vont gagner 1 million par an de toute façon. Donc faut vraiment prioriser, je pense, le coût, mais surtout par rapport à quelle valeur ça va me rapporter, Alors en en plus, termes de ce que tu nous dis au travers de ça, Arnaud, c'est que, on n'est pas obligé d'avoir une vue étendue sur la supply chain, on peut travailler sur des sujets isolés aussi. Parce que c'est de l'automatisation de la décision, par exemple, sur la chaîne d'appro amont ou sur la chaîne d'appro aval ou sur, l'entrepôt, sur le planning. Parce que, comme on a fait avant des webinaires sur, l'analytique et la control tower, on pourrait s'imaginer qu'il faut, déjà avoir une control tower des super analytiques pour automatiser les décisions de exactement, challenge. ça va devenir avec le temps. En fait, il faut mieux commencer par un cas plus simple qui a pas forcément beaucoup qui peut être dans contenu, hein, dans un sujet, mais on va se rendre compte rapidement qu'il y a d'autres sujets que ça impacte d'autres fonctions. Donc l'idée, c'est commencer par un cas simple et au fur et à mesure, rajouter de la complexité via une prédiction pour prédire un risque, il y a du machine learning, donc c'est plus intelligent, ou casser les silos en rapportant plus de contraintes et d'arbitrage à faire. Donc si on prend par exemple le cas des transferts entre entrepôts, il y a une contrainte logistique derrière. Donc on peut commencer, sans prendre en compte les problèmes de capacité de réception, d'expédition de chaque entrepôt. Après, on peut la rajouter après. Et après, c'est une contrainte financière. Ah bah, je vais rajouter les budgets. Peut-être qu'il y a des contraintes de budget. OK, je mets des budgets, associés. Après, on peut rajouter, bah, tiens et après ce qu'on va se rendre compte rapidement, c'est que telle fonction, telle décision impacte telle décision aussi. Donc après, c'est comment les décisions sont liées les unes les autres. Donc en fait, il faut commencer simple et après, bah, le rendre plus intelligent et plus complexe avec le temps. On apprend mieux. Alors, tu as remarqué, depuis le début, Oui, Arnaud, quelqu'un à côté. j'ai un voisin, c'est Hugo Bondou, qui est, l'ex-responsable, exploitation chez, Snow Leader. Ouais, Je tout ne à me suis fait. pas trompé, hein? C'est bien ça, Et je c'est bien crois ça. qu'il a des questions à te poser. Voilà, Ouais, on a fait 4 minutes, c'est bon, c'est une question. alors merci Arnaud pour la présentation. Effectivement, c'est un outil qui pourrait très bien s'intégrer, chez Snow Leader, par exemple. La question que je me pose, moi, effectivement, sur la notion de coût, bah, c'est toujours, coût et enfin, l'investissement vers ce que ça rapporte, je suis assez d'accord. Quel est le temps, d'intégration d'un tel système, dans une entreprise, à peu près? Ça peut être fait en quelques semaines. En fait, c'est pour ça que je dis quelques semaines, parce que moi, je ne conseille pas de commencer par un sujet complexe où finalement on va passer 6 mois à l'intégration, alors que et ce qui fait que pour avoir de la valeur, ça va être au moins 6 mois. Alors qu'en fait, si on peut commencer par la version plus simple, on peut avoir de la valeur au bout de 2-3 mois. Donc moi, je suis plus partisan de dire commencer simple et commencer à avoir de la valeur plutôt que de commencer à faire usine à gaz avec, en essayant de traiter toutes les exceptions possibles et ça va prendre, 1 an de projet. Donc moi, ça peut être fait en quelques semaines, ça peut être fait en 6 à 8 semaines, en fait. OK. Mais en ayant un cadre, contenu, quoi. Pas essayant de faire l'usine à gaz qui va résoudre toutes les exceptions possibles dans un cas. C'est pas possible, en fait. Moi, je suis Et plutôt donc, partisan, c'est améliorer continu, vous commencez, apprenez et améliorez de façon continue ce type parce que c'est comme la même chose, en fait, c'est comme la machine, on va digitaliser, on dit que nous, on apprend avec l'expérience, en fait, c'est la même chose. OK, bah, est-ce que, on va ça répond à Ouais, très bien, ta question. parfaitement. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions, parmi les participants? N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ah, une question qui arrive de Alors on a Office. Sébastien qui s'appelle Office, qui Ah, va nous, c'est poser une question. Ah Ah bah non, il non, me c'est dit que c'est super clair. Bah c'est pas une voilà, question, c'est merci. clair. C'est un très beau commentaire. Merci Sébastien, on va conclure là-dessus. Bon, en tous les cas, tu peux peut-être remettre ton message de fin puisque, Non, on va bah, les message gens vont pouvoir te poser des questions directement. Ils vont avoir, ton adresse ouais, email, ouais. directement. Donc si vous avez des questions, vous pouvez, directement contacter Arnaud. Si vous êtes, en Bretagne, Arnaud, vous pourrez le retrouver sur le stand, Alpes Supply Chain qu'on aura à Saint-Malo, le 20 au mois de juin. Hein, puisque, Arnaud nous accompagne sur notre aventure, bretonne, et normande. On ne sait pas trop, Je on est à suis Saint-Malo, breton, donc c'est normal. ouais, moi je Ouais. suis normand, donc ça sera, britanno-normand. Donc vous pourrez le rencontrer sur le salon. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés,
lors de ce webinaire. Merci Hugo d'être venu. On aura l'occasion de reparler de toi dans l'association, comme Arnaud, je l'espère. On va vous souhaiter une bonne fin de matinée. Là, il est midi, et donc un bon appétit. Et à très bientôt alors. Très bientôt. Et juste pour conclure, ça paraît un sujet très complexe, c'est pour ça que je disais simplifiez d'abord et apprenez, parce que c'est un sujet qui peut paraître complexe sur le papier, mais on peut commencer simple. Merci Arnaud. Eh bien, nous coupons la Merci. présentation. Merci Merci à à tous. tous. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous, au revoir. À bientôt. Au revoir.